Moi, pour mes réponses, j'ai rien, et lui, pour ses questions, il a une anti-sèche. Jean-Luc Charon, président de la Fédération française aéronautique, deuxième groupement de pilotes au monde après les États-Unis, 45 000 licenciés. En parcours scolaire, j'ai fait une prépa, puis ensuite j'ai intégré l'école normale supérieure de Cachan, dans tout ce qui était économie et gestion. Et j'étais passionné par l'informatique, et j'étais au tout début des ordinateurs personnels. Voilà, j'ai vu le premier Apple I avant qu'il y ait l'Apple II, etc., etc. Et je me suis intéressé à l'aviation très très tôt, puisque j'ai eu mon brevet de pilote avant d'avoir le droit de passer le permis de conduire. Donc j'ai été breveté pilote avion et planeur avant mes 17 ans. Oui. J'ai arrêté le vol quand je suis rentré à Normal parce que ici à Paris c'était plus trop possible. Puis j'ai repris après le truc classique, la vie, les enfants, etc. Et j'ai repris les vols à partir de 1992. J'ai 1500, 1600 heures de vol, avion, planeur. Je suis qualifié montagne, qualifié hydravion également. Et ces deux passions, d'un côté tout ce qui est enseignement, technologie, informatique, etc. et de l'autre côté l'aviation, m'ont amené à prendre des responsabilités dans le cadre de la Fédération française aéronautique. Et j'ai lancé le projet Aéroclub de demain. Et dans ce projet Aéroclub de demain, il y avait un gros morceau qui était l'aviation électrique. Voilà, je vous ai tout dit, vous savez tout. Je pense comme beaucoup d'enfants qui, contrairement à ce que pense la maire de Poitiers, rêvent d'aviation, rêvent d'aéronautique. Il y a eu une conjonction favorable parce que j'étais à Rochefort à cette époque-là, donc en 68-69. Et donc, du côté de mes parents, et notamment de mon père, il s'est dit, voilà, super, si l'aviation l'intéresse, il va être à l'aéroclub, il va pas être en train de mettre le bazar comme ça vient de se produire. Génial, donc la famille a appuyé. Et à cette époque-là, il y avait pas mal de bourses d'État et en plus de bourses militaires. Puisqu'à Rochefort, mon père travaillait sur une base militaire, armée de l'air, et l'armée de l'air donnait pas mal de bourses. Si bien que mon premier degré de pilote ne m'a pratiquement rien coûté. Époque bénie, époque révolue hélas. Mon parcours professionnel, il est à la fois d'une banalité à mourir et d'une singularité étonnante. Alors banalité, tout simplement parce que j'ai fait très peu de postes d'enseignant. J'étais en classe prépa très très tôt et je suis pratiquement resté dans le même établissement. Mais à côté de ça, j'ai exercé quantité de fonctions chez des éditeurs. J'ai été directeur de collection à l'époque du plan informatique pour tous, que vous n'avez pas connu parce que vous n'étiez pas né, mais qui était de mettre des ordinateurs un petit peu partout dans les écoles. C'était le plan du Premier ministre de l'époque qui était Laurent Fabius. Et donc je me suis occupé comme ça de beaucoup de choses. Donc ça serait un peu trop long d'en faire l'inventaire et ça serait un inventaire un peu à l'après-vert. Mais c'était très très lié d'une part au scolaire et au périscolaire parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'édition. J'ai été moi-même auteur d'ouvrages, directeur de collection. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la simulation, mais la simulation de gestion. Et là aussi, j'ai des travaux qui étaient à la fois un peu des travaux de recherche et moi-même j'ai été concepteur d'un jeu d'entreprise qui s'appelle Exige, exercice informatisé de gestion d'entreprise, qui était diffusé à une époque par Nathan et qui a été réactualisé et qu'on continue d'utiliser. Donc c'est un jeu qui, bien sûr, c'est plus le même qu'il y a 30 ans, mais c'est un jeu qui a 30 ans d'existence et qui a une finalité pédagogique assez marquée. Vous voyez, c'est ces deux aspects, c'est-à-dire d'un côté un très grand pôle de stabilité par le poste que j'occupais en classe prépa, puis ça me plaisait beaucoup, donc j'enseignais le management et que je continue d'ailleurs à enseigner, mais cette fois-ci, entre guillemets, en tant que vacataire, j'ai plus de poste au niveau master. Et à côté de ça, une petite boîte de conseils aussi, de développement informatique, et puis tout ce qui concernait l'édition. Alors, les missions de la Fédération française aéronautique, c'est d'encadrer les 600 aéroclubs, c'est de les aider, c'est de promouvoir l'aviation de loisirs et l'aviation sportive, c'est organiser des championnats du monde quand on nous demande de les organiser. Donc moi, à la limite, je fais rien, je suis un incompétent notoire, donc je m'occupe de tout. C'est comme ça qu'on est président. Ça va du médical en passant par la semaine dernière, j'étais sur le nouveau programme de l'Instrument Rating qui va sortir, le BIR, Basic Instrument Rating, et voir les manuels de formation qui vont avec. Mais les plus gros dossiers aujourd'hui, c'est des préparations de compétition au niveau mondial. Donc là, on prépare les championnats du monde de pilotage de précision, qui vont avoir lieu cette année, 2022 à Albi. Et puis, c'est tout ce qui concerne la transition énergétique. Donc là, on est très très en pointe sur ce que nous faisons, puisque petite structure que nous sommes, nous avons consacré aux avions électriques 20% de notre budget
budget. Trouver l'entreprise qui, dans le domaine aéronautique, a consacré 20% de son budget à la transition énergétique. Et on s'occupe aussi beaucoup, on développe beaucoup tout ce qui concerne l'aérobiodiversité dans le cadre de la défense des terrains. C'est des sujets très préoccupants, mais si votre question est vraiment de quoi je m'occupe, j'aurais tendance à vous dire je m'occupe de tout. C'est-à-dire je dois chapeauter ce qui va vraiment du médical, en passant par la formation, en passant par les animations, en passant par le programme jeune. On a un programme jeune qui est extrêmement important puisqu'on y consacre un peu plus d'1 million d'euros. On a sur les 14 500 brevets d'initiation d'aéronautique qui se passent en France, plus de 9 500 sont préparés dans nos aéroclubs. Donc ça, c'est un sujet. Donc on a à la fois quelque chose de constant dans ce domaine-là, mais il faut trouver des nouveaux programmes, il faut adapter ces programmes à l'évolution des comportements sociologiques. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que il faut être extrêmement nuancé. D'abord, alors la FFA, c'est-à-dire le siège, la fédération, j'aurais presque tendance à dire que ça n'a pas de réelles conséquences au niveau de la Fédé. Ça a des conséquences au niveau de nos clubs. Et là, il y a une très très grande disparité. Et si on agrège les 600 aéroclubs, on a deux tendances contradictoires. La première tendance, c'est qu'en 2021, avec la sortie quand même d'un début de sortie de cette pandémie, on a plus de primo-adhérents qu'en 2019. Je ne vous parle pas de 2020, qui est une année forcément catastrophique. Mais donc on a plus d'adhérents après pandémie qu'avant pandémie, de nouveaux adhérents. Qu'est-ce qu'un primo-adhérent chez nous? Quelqu'un dont on ne retrouve pas la trace dans nos bases de données 20 ans avant, sur les 20 dernières années. Sachant que quand on trouve quelqu'un dans les 18, 19 et 20e années, c'est 1, 2, 3 personnes. Donc au-delà de 20, il ne reste pas grand-chose. Donc là, c'est vraiment des primo-adhérents et on en a franchement plus qu'en 2019. En revanche, la pandémie a conduit un certain nombre de gens à arrêter de piloter. En plus, un certain nombre de gens d'un certain âge. Parce que ça, c'est un des drames du baby-boom, c'est que les baby-boomers sont devenus des papy-boomers. Et donc, avec un problème de maintien de leur médical, et aussi un certain nombre qui disparaissent, si vous voyez ce que je veux dire, définitivement. Et la pandémie a contribué à ce qu'il y en ait un petit peu plus qui disparaissent définitivement, et la pandémie a contribué aussi à ce qu'un certain nombre qui n'avaient pas leur nombre d'heures de vol n'ont pas repris les vols, et puis se sont dit, non, c'est trop loin, ou leur instructeur habituel lui-même a arrêté de voler parce que c'était quelqu'un d'âgé. Et donc là, on a effectivement plus d'abandon qu'on en a habituellement. Donc vous voyez les deux mouvements totalement contradictoires. C'est-à-dire une partie de la population, notamment la population âgée, a plus arrêté de voler qu'habituellement, mais en contrepartie, on a vraiment beaucoup plus de primo-adhérents avec un phénomène qui est oh là là, la pandémie nous a montré que finalement notre vie, tout ça ne tenait qu'à un fil, vite, faisons des choses qu'on souhaitait faire, des choses auxquelles on rêvait depuis longtemps et vite on va les faire. C'est comme ça que nous expliquons les choses pour le moment, mais encore une fois avec un très très grand contraste suivant les clubs et avec des phénomènes extrêmement paradoxaux. Certains clubs ont hésité à reprendre les vols au moment où on pouvait les reprendre. Certains clubs se sont retrouvés en manque d'instructeurs parce que leurs instructeurs étaient des gens plutôt âgés et qui ne voulaient pas être dans quand même un univers confiné qui est celui du cockpit. Et à côté de ça, on a énormément de pilotes, de pilotes professionnels qui n'ont plus volé ou qui ne peuvent plus voler en ce moment et qui se sont tournés vers les aéroclubs pour faire de l'instruction, pour faire des heures. Donc il y a des endroits où il y a presque trop plein, je dis bien des endroits où il y a presque trop plein d'instructeurs. Donc encore une fois, une situation extrêmement contrastée. Alors c'est une question très difficile, vous connaissez la phrase, il est très difficile de prévoir surtout l'avenir. L'aéroclub de demain devra prendre en compte les évolutions sociologiques d'une part et les évolutions du contexte environnemental. Les évolutions sociologiques seront caractérisées par deux choses. D'abord, la continuation de gens passionnés, c'est-à-dire qui seront rentrés dans l'aéroclub un peu comme moi, très jeunes, et qui en sortiront avec le cercueil, donc qui seront tout le temps là, et qui s'investiront dans les tâches qui sont nécessaires pour faire vivre notre modèle. Et la grande force du modèle français, c'est le bénévolat, qui fait qu'il y a un coût d'accès au pilotage qui est très faible. Donc, persistance de ce mouvement. Et en même temps, montée sociologique d'un public de zappeurs, c'est-à-dire, je fais un truc, je le fais pendant 2 ans, c'est sympathique, j'ai obtenu les objectifs ou je les ai pas obtenus que je souhaitais, je voulais avoir tel parcours au golf, je voulais arriver à bien faire un match de tennis, voilà, avec les copains, puis maintenant ça me lasse un peu, je passe à autre chose. Donc je fais du pilotage, c'est sympa de raconter qu'on a obtenu son brevet de pilote, mais finalement, après je suis passé à autre chose. Donc il faudra tenir compte de ce public-là, être capable de l'intégrer dans les aéroclubs et non pas de le rejeter. Donc voilà, c'est deux mouvements que dans la branche
sociologique. Et sur le plan environnemental, on a deux phénomènes qui vont jouer indiscutablement. C'est d'une part la transition énergétique. Donc là, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que, j'aurai l'occasion de le dire, dans transition énergétique, le vrai problème, c'est pas l'énergie. Le vrai problème, c'est la transition, c'est-à-dire comment on le fait, à quelle vitesse, quelles étapes, et comment on passe d'une étape à une autre. Donc ça, on y travaille, mais c'est pas simple, parce que l'industrie, dans le discours, a pris en compte la transition énergétique, mais dans les faits, cette notion de différentes étapes n'est pas comprise. Et donc, quand vous parlez au niveau du grand public de 2050, et encore 2050 quand vous êtes avec des ingénieurs à peu près raisonnables, sinon, des fois, vous avez au niveau gouvernemental des gens qui vous parlent de 2035 pour l'avion à hydrogène. 2035, si on a un avion à hydrogène pour nous, c'est-à-dire dans l'aviation légère, ça sera déjà beau. Donc, prendre en compte cette dimension de transition énergétique, et puis en même temps, tenir compte d'un autre phénomène qui est le bruit. Et c'est pas la même chose. Poussé à l'extrême, donc je vais être caricatural, les riverains, si vous leur proposez un moteur qui fait pas de bruit, mais qui sort 8 tonnes de CO2 à la demi-heure, eux, ça leur ira parce que ça fait pas de bruit. Et c'est sacrément contradictoire avec les exigences environnementales. Donc il va falloir intégrer tout ça. On commence à l'intégrer, mais on voit que c'est pas facile. C'est pas facile d'abord sur un plan culturel, parce que l'aéronautique est un milieu non pas conservateur, mais je pense que c'est peut-être même l'archétype du conservatisme, parce que on est toujours très surpris de voir des machines extrêmement sophistiquées finalement pilotées avec des gens qui ont très souvent un esprit très conservateur. C'est-à-dire ce qui existe est là et faut pas le changer. Donc il y a ça, et puis il y a aussi qu'est-ce qu'il y a de disponible. Quand vous voyez qu'en termes d'avions électriques, vous avez une quantité de projets qui sont annoncés, mais on n'a toujours qu'un seul avion électrique certifié au monde. Donc on a quand même un problème de disponibilité des machines. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, des ingénieurs, pour très très vite sortir d'autres modèles, d'autres machines, d'autres solutions, mais il faut des industriels. Le problème, il est là, c'est ce passage du projet ou du prototype, ou même encore pire, encore avant, le démonstrateur, et puis passer à l'étape industrielle. Moi, je m'en tiens, question très simple, on en suit quantité de projets. Et dans notre revue, chaque mois, il y a 3 à 4 nouveaux projets qui sont annoncés. Ça, faire des annonces, on peut toujours en faire. Mais à avoir des éléments qui arrivent sur le marché et qui soient disponibles, c'est une autre question. Et ça, c'est un vrai challenge, parce que même si on a la volonté, même si on trouve du financement, encore faut-il qu'il y ait un industriel qui propose le produit. On ne va pas se mettre avec nos petites mains à fabriquer les avions. Alors si, on le fait. Il y a des endroits où il y a des étudiants avec un club, avec une école qui lance un projet, mais bon, ça sera un projet. Il n'y a pas d'industrialisation derrière. Donc ça, c'est un vrai challenge. Ça va pas être simple. J'ai pas dit que c'était compliqué, mais ça va pas être simple. Pour moi personnellement, je suis vol à vue et j'aimerais bien être vol aux instruments, mais j'ai pas le temps. Non, TB20. Piston. Airbus. Sur l'ensemble des détracteurs, que celui qui n'a jamais pris l'avion puisse commencer à nous critiquer. Bien, mes fonctions me conduisent à avoir un discours extrêmement républicain. Donc je lui ai fait un courrier extrêmement républicain pour lui dire que j'entendais ses arguments, mais qu'elle ne connaissait peut-être pas tous les efforts que nous faisions. Et je lui ai donc proposé de lui faire une démonstration de l'avion électrique. Et donc le 7 juillet 2021, nous sommes allés avec mes équipes à Poitiers et nous lui avons fait une démonstration d'avion électrique. Nous avons entamé un dialogue. On a commencé quand même avec elle un peu les discussions pour qu'éventuellement elle finance un avion électrique sur une base très simple. On comprend, compte tenu de sa logique, compte tenu de son programme, compte tenu qu'elle a été élue sur un programme, qu'elle ne subventionne pas, on comprend donc dans ce contexte-là, qu'elle ne subventionne pas l'avion carboné. Et donc de manière symétrique, elle devrait être à même de participer au financement d'un avion décarboné, l'avion électrique. Donc c'est sur cette base de dialogue que j'espère que nous allons continuer à discuter avec elle. Pour les pilotes à venir, continuez à y croire. La 3e dimension doit toujours rester accessible et elle le sera. Mais mon message le plus fort, il est à l'égard de la jeunesse et de la jeunesse qui travaille dans le domaine technique, que ce soit des techniciens, que ce soit des ingénieurs, on a besoin de vous non pas pour faire de l'aérobashing comme malheureusement il y a une des écoles où on a un groupe d'étudiants qui s'est un peu lancé là-dedans, mais pour trouver les solutions du futur qui nous permettent une transition sans remettre en cause totalement
totalement le modèle de vie. Le modèle de vie va être mis en cause. Il faut pas se bercer d'illusions. Et il va être mis en cause sur quantité d'éléments. Regardez ici, dans cette salle, la quantité d'énergie que nous sommes en train de consommer. Rien que là, il va falloir trouver d'autres solutions. Et donc mon message, c'est vite, bossez, on a besoin de vous.